Anna, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui dans Confidence avec Sophia. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Anna, c'est une de ces femmes que je suis sur les réseaux depuis un petit moment maintenant. Ça fait, je pense, à peu près 1 an et demi qu'on se connaît, qu'on se suit mutuellement. Et Anna, elle a plein de casquettes. Elle est prof de yoga, elle est naturo, elle est aussi spécialisée dans l'Ayurveda. Elle connaît énormément de choses sur le corps humain et surtout sur le corps féminin pour nous les femmes. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'accueillir sur le podcast et de t'interviewer parce que j'avais envie qu'aujourd'hui tu nous parles un petit peu plus du cycle féminin et de comment vivre en harmonie avec notre cycle féminin. Oui, déjà merci beaucoup de me recevoir. Je suis super contente de participer à ce podcast. Et déjà, tu m'as bien présenté. Voilà, du coup, je suis Anna Marcoré, naturopathe, praticienne Ayurveda, praticienne Reiki, coach en hermétisme et prof de yoga. Donc voilà, je me suis formée à plein de choses pour vraiment avoir une approche holistique de la santé. Et comment ça s'est passé pour toi, ce cheminement-là? Quel a été le déclic où tu t'es dit, allez, j'arrête tout. Je sais que tu as habité à Paris aussi et que tu as eu un train de vie très intense. Exactement. Alors moi, il n'y a pas eu qu'un déclic. Je pense que l'univers m'a poussée assez violemment dans cette reconversion. En fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai eu une infection du rein qui m'a conduit à une insuffisance rénale, du coup, quand j'avais 15 ans. Ensuite, mon autre rein, du coup, au fil des années, sous le stress, parce que je travaillais à Paris dans la finance avant, donc vraiment très différente, une vie totalement différente. Et du coup, voilà, après, petit à petit, quand j'avais 28 ans, j'ai eu mon rein dont l'état s'est dégradé subitement. Je suis allée à l'hôpital américain, on m'a dit que dans moins de 2 ans, je serais sous dialyse. Donc ça a été le premier électrochoc. Et on m'a dit, il n'y a rien à faire. Et je me suis dit, non, il n'y a pas rien à faire. Donc j'ai commencé à me former à la naturopathie pour préserver mon rein au début. Et ensuite, en même temps, j'ai développé plein de pathologies chroniques parce que la finance, Paris, donc beaucoup de stress, peu de sommeil, beaucoup de toxines, de perturbateurs endocriniens. Bref, voilà, une vie à 100 à l'heure où on n'a pas vraiment le temps de se poser, de se centrer, de juste calmer son système nerveux. Et donc après des années en mode survie, mes symptômes s'aggravaient. Donc par exemple, je n'avais plus de règles pendant 5 ans. Et je voyais plein de spécialistes de l'endométriose, j'allais dans des centres spécialisés, voir des pontes en échographie, etc. pour voir ce qui se passait, on ne trouvait rien. Donc bon, et on me disait que c'était dans ma tête. En attendant, j'avais toujours pas mes règles. Jusqu'au jour où j'ai dû finir aux urgences parce que je souffrais entre autres avec le SOPK, j'avais de la résistance à l'insuline, j'avais beaucoup d'acné, j'avais de l'alopécie, donc des trous dans la tête, et j'avais la fatigue chronique. J'avais ma tension qui était à 7 tout le temps. Hyper difficile pour moi de sortir, d'aller travailler, etc. J'étais juste épuisée en permanence. Et du coup, à un moment donné, j'étais tellement faible que j'ai fini aux urgences parce que j'étais juste vraiment trop fatiguée et je me disais c'est vraiment pas normal. Et donc aux urgences, j'ai rencontré un gynécologue et qui m'a dit non mais vu les symptômes, t'as le SOPK, on va faire tels examens et on va confirmer ça. Et ça a été confirmé assez rapidement, après 5 ans d'errance médicale. Mais voilà, on m'a dit prends la pilule du coup. Et j'étais là, en fait non, parce que du coup entre temps je m'étais renseignée sur ce que c'était le SOPK. J'avais compris que ça a été classé depuis comme maladie auto-immune, mais ça provoque aussi d'autres pathologies métaboliques, en plus de l'infertilité et de tous les symptômes que j'avais. Donc il y a plus de risques de cancer féminin, hormonodépendant, il y a plus de risques de diabète par exemple, beaucoup plus de risques d'AVC qu'une femme normale. Donc je me suis dit non, je ne veux pas prendre la pilule pour juste masquer des symptômes, je veux vraiment traiter la cause, parce que si c'est pour avoir un cancer dans 5 ans, c'est pas la peine. Donc ensuite, j'ai vu un endocrinologue et l'endocrinologue m'a dit ok, déjà arrête le crossfit, arrête le cycling, arrête le running, mets-toi au yoga. Clairement, c'était pas du tout ma vibes, puisque j'étais dans un cercle vicieux hyper actif et que j'avais l'impression que ces activités-là, qui entretenaient mon inflammation chronique, j'avais l'impression qu'elles me faisaient du bien et qu'elles me permettaient de relâcher le stress. J'ai compris plus tard que quand le corps est en déséquilibre, il nous attire vers plus de choses qui provoquent les déséquilibres. Et donc on a une fausse sensation de bien-être qui n'est pas bon pour notre santé sur le long terme. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Donc du coup, j'ai quand même arrêté tout ça. J'ai rencontré un super prof de yoga, Rakesh d'ailleurs, qui m'a vraiment fait aimer le yoga pour la première fois parce que c'était hyper challengeant, c'était hyper... mais en même temps, il y avait
Voilà, il y avait les pranayama, il y avait les mantras, choses que j'avais jamais eu dans un cours de yoga. Voilà, c'était plus du yoga un peu traditionnel, mais quand même challengeant. Donc j'ai tout de suite adhéré, tellement qu'après le premier cours, je me suis dit, si je partais à Bali faire une retraite de yoga. Voilà, et le premier truc que j'ai trouvé sur Google, c'était formation de yoga Bali. J'ai vu que c'était le même prix, 2 mois de formation que une semaine de retraite. Ouais. Donc je me suis dit, autant faire 2 mois de yoga, c'est le même prix, donc voilà. Donc j'avais pas du tout l'idée de faire prof de yoga à la base, c'était juste pour pratiquer. Donc voilà, après 1 heure de yoga, voilà le vol booké pour Bali, pour faire ma formation. Et donc, 6 mois après, quand j'arrive à Bali, j'avais énormément de problèmes de santé, y compris de l'anxiété chronique. J'avais du mal à respirer, je faisais des crises de tétanie musculaire. Chaque fois, il me fallait 1 mois d'ostéopathe 1 fois par semaine pour redébloquer tous les muscles du haut du corps, etc. Chaque fois, je me paralysais en fait à cause du stress et de l'anxiété. Et donc là, j'étais arrivée à un point où vraiment, j'étais pas bien. Et donc, quand je suis arrivée à Bali, je me suis dit, moi, très cartésienne, bac S, carrière dans la finance, clairement, j'étais loin de tout ça. Mais je me suis dit, j'étais tellement désespérée, je me suis dit, il y a des guérisseurs ici, je vais demander à un local de m'indiquer un guérisseur, de m'y amener. Et donc, il y a un local que je connaissais ici qui m'a amené voir un guérisseur à Uluwatu, une guérisseuse en l'occurrence. Et voilà, ce qu'elle m'a dit, c'était assez impressionnant. Elle a mis ses mains dans le bas du ventre et directement, elle m'a dit, t'as un problème de santé là, c'est grave, mais ça va aller, médite, tu peux te guérir toi-même. Et moi, je pensais qu'elle parlait de mon insuffisance rénale, de mon SOPK. Donc après, on continue toute la purification, le réalignement des chakras. Et vraiment, après ces 2 heures, je me suis vraiment sentie transformée. Comme si on m'a enlevé un énorme poids qui pesait sur mes épaules. J'arrivais à nouveau à respirer. J'avais l'impression de ne plus être dans ce nuage noir dont j'arrivais pas à me sortir, quoi, vraiment. Et elle m'a dit, ton aura maintenant elle est différente. Et je me sentais vraiment différente, je me sentais apaisée, chose qui n'était pas arrivée depuis la mort de mon père, parce que mon père est mort d'un cancer quand j'avais 16 ans. Et du coup, depuis, j'étais vraiment dans un cercle vicieux, plus moi mes problèmes de santé, etc., qui étaient quand même assez récurrents. Voilà, j'étais dans un cercle vicieux assez négatif. Et donc là, enfin, je me sentais apaisée, alignée, etc. Et je ne comprenais rien à ce qui venait de se passer. Et j'ai découvert après dans la formation de yoga qu'en fait ce que j'avais senti lors de la session, c'était mes chakras. Et je les avais vraiment sentis distinctement, etc., quoi. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique. Et durant cette formation de yoga aussi, j'ai découvert l'Ayurveda. Et c'était juste une introduction d'1 heure d'Ayurveda. Mais juste cette introduction, ça a fait un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, mais je comprends d'où vient mon SOPK, d'où viennent mes problèmes de santé. Du coup, je me suis formée, mais avant même d'avoir fini mes études, en 2 mois, dès que j'ai découvert l'Ayurveda, en 2 mois, j'avais régulé mes pathologies. Alors que ça faisait des années que je me traînais ça. Et donc 2 mois après, j'avais plus d'acné, j'avais plus d'alopécie. Voilà, mes cheveux arrêtaient de tomber. Ils ont mis du temps quand même un petit peu à repousser. Mais voilà, déjà, ça a arrêté de tomber. Et surtout, j'avais à nouveau de l'énergie. J'avais plus d'anxiété. Je me sentais beaucoup mieux, quoi. Et donc voilà, j'ai continué à me former. J'ai continué à me former au chakra healing aussi, au reiki, à l'hermétisme, à plein de pratiques holistiques pour vraiment guérir sur le long terme toutes mes pathologies. Et du coup, en 6 mois, j'avais vraiment tout régulé. Et donc, après, je continuais à rester à Paris, à travailler, mais en appliquant tout ce que j'avais appris au fur et à mesure. Mais ce que j'avais découvert aussi à mon retour lors d'un frottis de routine, quoi, le frottis qu'on a planifié, voilà, en tant que femme. Et le médecin m'a dit, le frottis n'est pas bon, il faut faire une biopsie. Et la biopsie n'était pas bonne non plus. Et donc, en fait, j'ai compris que la guérisseuse, quand elle m'avait dit, c'est grave, mais ça va aller, en fait, elle parlait de ça. Et donc, le médecin m'a dit tout de suite, il faut opérer, il faut enlever ovaire et utérus, parce qu'en plus, comme tu as un rein, il ne faut pas prendre le risque que ça migre sur le rein. Et moi, j'ai refusé, parce que, alors ça, je précise que c'est un choix très personnel, je ne recommande absolument pas de faire ce choix-là. C'est juste que, moi, j'avais vu mon père traverser tout ça, et je m'étais toujours dit que si un jour je tombais malade, je ne me soignerais pas. Parce que j'ai vu par là où était passé mon père et que ça m'avait tellement traumatisée et que clairement, je n'avais pas travaillé sur ce trauma. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas la voie que je choisis. C'est, voilà, je préfère profiter de la vie et qu'il m'arrive quelque chose après qu'il m'arrive quelque chose et d'avoir passé mes 2 dernières années de vie dans un hôpital à me faire charcuter. Mais ça, c'est tout à fait personnel et encore une fois, c'est vraiment pas ce que je recommande. Donc voilà, moi j'ai décidé de partir du bureau du médecin en mode non, merci. Et donc il me dit on reprend mon rendez-vous dans 6 mois, mais c'est quand même quelque chose qui peut vite progresser, etc. Et malgré tout, j'étais sûre de moi. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé vraiment à avoir, pour le coup, une hygiène de vie qui était hyper stricte. J'ai fait beaucoup de développement personnel pour travailler moi-même sur mes traumas. Je méditais à peu près 2 heures par jour. Je faisais 2 heures de yin yoga par jour, en plus de mon
boulot full-time, en plus de mes études de naturopathie, d'Ayurveda, et en plus, je donnais des cours de yoga dans des studios à Paris. Ah oui. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup dormi pendant 2 ans, clairement. Mais voilà, j'étais obsédée par ma santé et je me suis dit non, je veux vraiment apprendre toutes les techniques, que ce soit énergétique, que ce soit nutritionnel, etc. Vraiment tout, par le mouvement et tout, pour vraiment guérir. Et donc c'est ce que j'ai fait parce que 6 mois après, tout avait disparu. Voilà, donc le frottis était bon, pas besoin de biopsie, il n'y avait plus rien. Et donc une fois que j'ai retrouvé la santé, que voilà, j'ai stabilisé, donc je suis encore un petit peu restée à Paris, le temps de préparer le départ. Et après je me suis dit en fait, et ça c'est une décision que j'avais prise quand on m'a annoncé que, voilà, que la biopsie n'était pas bonne. Et je m'étais dit, en fait, la vie, elle est trop courte. Donc là, parce que j'avais ma société en finance, donc je m'étais dit, dès que mon contrat est terminé, c'était avec Louis Vuitton, je pars vivre à Bali. Et peu importe ce qui se passe. Il s'est avéré qu'entre-temps, voilà, mes résultats étaient revenus positifs. Et donc, j'étais là, nickel, je pars dans quelques mois et tout sera good. Et donc voilà, et donc après, je suis partie m'installer à Bali. Et du coup, j'ai continué à me former sur plein de choses, forcément, à Bali. Mais du coup, je me suis aussi mise à mon compte en tant que naturopathe, praticienne Ayurveda et tout le reste, parce que j'ai aussi étudié 2 ans la médecine chinoise. Enfin bref, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai vu large, parce que je voulais vraiment aussi avoir un esprit critique des choses et pas juste avoir une vision de la santé et juste avaler en fait cette vision comme vérité absolue. Je voulais vraiment comprendre et du coup de savoir ce qui était bon pour moi, ce qui n'était pas bon pour moi, parce qu'il n'y a pas une version unique pour moi de la santé. C'est que tout le monde est différent. Et donc, il n'y a pas une potion magique, une formule magique, une routine magique, une recette magique, un jus magique qui va te permettre d'être en bonne santé. C'est pas parce que ça fait du bien à quelqu'un de ton entourage, à une amie, à un parent, que pour toi, ça te fera du bien. Ouais, c'est ce que j'aime vraiment avec toi et ton approche, justement. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur que tu sois là aujourd'hui. C'est parce que tu as étudié tellement de pratiques différentes que tu arrives à savoir, en fait, ok, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi, sans être biaisé, en fait, par juste une pratique, par exemple juste l'Ayurveda, qui pourrait peut-être ne pas convenir à une certaine personne. Exactement. Et moi, je trouve ton parcours hyper inspirant. Tu le sais, hein, je te l'ai dit plein de fois, mais vraiment, ce que tu as traversé et te voir sur pied aujourd'hui et voir le mode de vie que tu as, que tu t'es créé, c'est hyper inspirant, voilà. Et je pense que moi, tu m'as donné aussi vraiment envie d'apprendre à mieux me comprendre et à mieux réguler mon corps. Tu parles beaucoup d'inflammation. J'aimerais bien aussi qu'on en parle toutes les deux. Moi, tu vois, j'ai beaucoup souffert d'acné, surtout quand j'ai arrêté ma pilule. Moi, j'ai été sous pilule pendant 10 ans et c'était vraiment c'était le bonbon que le médecin m'a prescrit, hein, comme si il allait avoir aucune répercussion. J'avais des règles très douloureuses quand j'étais jeune et on m'avait dit tu prends la pilule, tu vas voir, ça va aller. Et je savais même pas ce que c'était, je ne savais pas les conséquences que ça allait avoir. On m'a juste dit tu vas avoir des règles pendant 3 jours, ça va pas faire mal, tu vas être tranquille et tout. Et effectivement, j'ai eu jamais mal, j'avais une très belle peau, l'impression que ça allait bien, mais j'étais gonflée. J'étais gonflée de partout. Ah oui. Et le jour où j'ai arrêté la pilule, donc ça c'est quand je me suis formée au yoga il y a 5 ans, je me suis dit, j'ai envie d'être alignée avec mon corps et ressentir ce qui se passe dans mon corps et plus avoir quelque chose d'externe en fait qui me déconnecte vraiment de ma puissance. La catastrophe. J'ai eu vraiment un parcours de guerrière par rapport à l'acné, j'ai tout essayé. Et mon problème c'est que j'étais trop à vouloir suivre une solution. Au lieu de tout regarder dans un spectre beaucoup plus large comme toi tu proposes. Et c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Et j'aimerais bien qu'on en discute aussi ensemble, tu vois, de l'inflammation, qu'est-ce que c'est, comment c'est provoqué, comment notre style de vie provoque cette inflammation. Toi, t'étais très yang, donc t'es vraiment ton énergie masculine quand tu bossais en finance. Et t'as vu tout ce que ça t'a provoqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré et t'es en bonne santé. Donc, je veux bien avoir un petit peu ton retour aussi d'expérience par rapport à ça. Alors, l'inflammation, il faut dire que malheureusement, beaucoup de personnes souffrent d'inflammation. Et l'inflammation, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut avoir conscience que ce n'est pas quelque chose que l'on ne veut pas ou contre laquelle on veut lutter, parce que l'inflammation est nécessaire à notre survie. C'est une réaction qui est normale du système immunitaire. Par exemple, quand tu étais petite, tu faisais du vélo, tu tombais, tu t'égratignais le genou, tu étais bien contente qu'il y ait de l'inflammation. La zone, elle devenait rouge. Et en fait, c'était quoi le but? C'était d'éviter que les agents pathogènes, les virus, les bactéries rentrent dans ton sang et provoquent, dans le pire des cas, la mort, en exagérant. Mais voilà, c'est juste pour dire que le corps entre en mode survie. En fait, il veut survivre, donc il attaque tout ce qui essaie de rentrer dans une zone en particulier. Ok. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que tout agresse l'organisme et que du coup, le corps, il est dans une réaction
inflammatoires en permanence, parce qu'ils se sont agressés en permanence. Et donc, ils rentrent en mode survie en permanence. Et donc, c'est ça la différence entre une inflammation qui est saine, une réaction du système immunitaire à un événement ponctuel et localisé, à une inflammation qui va être quotidienne, à quelque chose qui n'est plus forcément ni ponctuel ni localisé. Par exemple, qu'est-ce qui va provoquer de l'inflammation? La pollution. Quand vous respirez, et ça malheureusement on est tous confrontés à ça, on ne peut rien y faire. Quand on respire, et bien en fait on a des particules qui sont toxiques, qui ne sont pas vraiment de l'air pur, et donc le corps n'arrive pas à métaboliser ça. Il identifie que c'est pas naturel. À partir du moment où le corps identifie quelque chose qui n'est pas naturel ou avec laquelle il n'a pas l'habitude soit de le digérer, soit de le métaboliser, soit de le respirer, voilà, quelque chose pour lequel le corps n'est pas préparé, il va être enflammé. Donc déjà, rien que de respirer la pollution. Le stress aussi va provoquer de l'inflammation, parce que quand on est stressé, on provoque du cortisol, et le cortisol, du coup, est une des sources d'inflammation. L'alimentation peut provoquer aussi de l'inflammation. Par exemple, je disais, tout ce qui n'est pas naturel, le corps, il se sent agressé. Donc, par exemple, quand on va au supermarché et que l'on achète, on va prendre un cas extrême, par exemple, un Mars, le corps, il ne sait pas ce que c'est. Comment métaboliser ça? Voilà, on lit la liste des ingrédients, il n'y a rien de naturel, ça a été fait dans un labo. Le corps, lui, il n'a pas été fait dans un labo, donc il ne reconnaît pas ces aliments-là. Donc quand on va manger ça, il va provoquer l'inflammation, il va dire qu'est-ce que c'est, je dois m'en débarrasser. Et malheureusement, ça va être pareil maintenant pour plein de produits qui ont l'air plus sains, comme par exemple la farine de blé. Parce qu'on n'a pas conscience, mais la farine de blé a été modifiée pour en produire en plus grande quantité. Et donc, c'est devenu un OGM, c'est-à-dire on l'a modifié génétiquement. À partir du moment où la molécule, le génome a été modifié de quelque chose, peu importe l'aliment, le corps, pareil, il ne peut pas le métaboliser parce que c'était trop longue chaîne. Et il se dit, ok, je ne sais pas ce que c'est, donc réaction inflammatoire. C'est pour ça qu'on dit tous les gluten ne sont pas mauvais parce qu'il y a des gluten qui n'ont pas été transformés. Les blés anciens, par exemple, le petit épeautre, le corasan, c'est des blés qui n'ont pas été transformés. Donc eux, le gluten, c'est pas le gluten qui pose problème. C'est vraiment la transformation. D'avoir transformé la molécule qui pose problème. Voilà, c'est pas le gluten en soi. Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'on va être agressé par potentiellement plein de choses. Super intéressant. Parce que tu vois, on pense, oui, le gluten, c'est inflammatoire, il faut le couper. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, tu vois. Avec les problèmes d'acné, on m'avait dit, faut que tu fasses un régime sans gluten. J'étais sans gluten pendant 1 an, ça n'a rien changé. Oui, parce que tu stressais ton corps en plus en le privant de quelque chose. En fait, c'était pas ça le problème, tu vois. Et personnellement, dans mon cas, c'était que j'étais végétarienne. Et du coup, que je ne me complémentais pas de la bonne manière et que je mangeais plutôt des choses, tu vois, transformées, sans forcément m'en rendre compte. Et tu vois, j'allais en commerce et j'achetais des petits steaks, tu vois, de soja. Mais en fait, tu lis la liste des ingrédients, il n'y a rien dedans de clean, en fait. Et c'est en fait en prenant conscience de tout ça où je me suis dit, attends, il faudrait peut-être que j'arrête. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai été végétarienne pendant 9 ans. Et quand j'ai commencé à accepter de prendre par exemple du poulet, du blanc de poulet et de manger beaucoup plus de fibres, plus de légumes verts, ma peau a changé. Alors je suis encore, je pense, dans un parcours de guérison, mais c'est le jour et la nuit quand je compare à comment j'étais il y a quelques années. Donc, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de son alimentation et de ce qu'on laisse rentrer dans son corps, parce que parfois on pense qu'on fait quelque chose de clean. Exactement. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des protéines. On disant, je prends mon shaker de protéines, c'est trop bien. Mais en fait, il n'y a rien de propre là-dedans. C'est hyper inflammatoire. C'est ça. Et on n'en a pas conscience et on pense que, parce que c'est un peu à la mode et que tout le monde en parle, qu'en fait on se fait du bien, mais on est en train de se détruire au fur et à mesure. Exactement. Et c'est important ce que tu dis, tu vois, que pour toi c'était vraiment l'alimentation, parce que ça, la cause, ça va être différent selon les personnes. Et moi, pourquoi j'ai guéri mon SOPK en 2 mois? Parce que j'ai identifié la cause. Après des années d'errance où je mettais en place plein de changements, plein de choses, mais il faut savoir aussi, ça c'est vraiment important de le savoir, parce que je le vois beaucoup dans les femmes, parmi les femmes que j'accompagne, il y a des personnes, et moi j'en ai fait partie, où on va mettre en place plein de choses. On se dit, ça c'est mauvais, j'arrête, ça c'est mauvais, j'arrête, ça c'est mauvais, j'arrête. Mais il faut avoir conscience que tout changement pour l'organisme est source de stress. Tous les changements sont source de stress, même les petits changements. Et donc, mine de rien, en voulant bien faire, vous allez aggraver votre inflammation parce que du coup, ça va aggraver le stress. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier la cause. Comme toi, tu disais, du coup, toi, c'était l'alimentation. Il y en a d'autres, ça va plus être la gestion du stress. Il y en a d'autres, ça va être des émotions refoulées, des traumas qu'il faut libérer. Ça va vraiment dépendre des personnes. Mais voilà, c'est vraiment important du coup d'identifier la cause pour pas mettre en place plein de changements, changer de vie et du coup que ce soit hyper stressant pour l'organisme et donc aggraver
la situation, mais vraiment avoir quelques ajustements qui sont ciblés pour atteindre les objectifs désirés. Et ça, c'est vraiment important et c'est vraiment la première étape. Vraiment se poser, tout mettre à plat et se dire, ok, c'est quoi la cause en fait de mon problème? Et comment tu l'identifies, cette cause? Toi, tu as un protocole en particulier que tu mets en place pour réussir à la déterminer, j'imagine? C'est pas vraiment un protocole, mais non, j'ai l'habitude. Ok. Du coup, je le vois assez rapidement quand je commence à poser des questions à la personne. Et ça va, par exemple, voilà, selon si une personne a plusieurs symptômes, qu'elle me dit les symptômes. Voilà, par exemple, ces derniers temps, c'était pas mal ça. La personne me disait qu'elle mangeait clean. Mais juste avant, je lui avais demandé les symptômes. Et je savais que c'était pas clean du tout son alimentation parce que j'ai été persuadée que la cause principale, c'était l'alimentation, vu les symptômes qu'elle avait. Et elle me dit, ah ben si, parce que moi le matin, je mange mes protéines, je mange du jambon, 2 œufs, bon ben voilà, déjà. Donc équilibre acido-basique pas respecté, jambon hyper transformé, et elle mangeait du pain complet avec. Le pain complet, c'est pas bon pour la santé. Voilà, il vaut mieux manger du pain de petit épeautre parce que le pain complet reste hyper inflammatoire. Et tout ce qui est complet, en plus, contient beaucoup d'antinutriments. Parce que du coup, il y a la petite coque. Le pain complet, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le blé en fait, où on n'a pas enlevé la petite couche de protection. Et c'est cette couche de protection qui se prend tous les pesticides, etc. Donc si on ne l'enlève pas, ok, on a plus de nutriments, puisque la coque contient plus de nutriments, mais contient aussi beaucoup plus de pesticides. Mais on pense qu'on fait bien, mais en fait, on fait mal. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps aussi. Et on me disait, bah non, il faut que tu arrêtes tout ce qui est complet. Et je me suis dit, non, enfin, riz complet, c'est super, apparemment, il y a plein de nutriments. Ah non, c'est hyper inflammatoire. Et ça, j'en avais pas conscience. Et je pense que, tu vois, dans le commerce, tu vois toutes les belles publicités et tu te dis, ah, mais là, je vais me faire du bien, je fais attention à ma santé. Cher, voilà. Exactement, c'est plus cher. Donc, je fais attention à ma santé. Et en fait, pas du tout. Donc, mais c'est vraiment un effet de mode, parce que c'est plus cher, alors que ça a pris moins de temps à être préparé, vu qu'on n'a pas le processus d'extraction du blé et qu'on a gardé la coque. Et ça, c'est important. Par exemple, il y a la mode pour le cycle menstruel du seed cycling. Donc, manger les graines en fonction du cycle, etc. Bon, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention aussi, parce que les graines, comme tous les aliments qui contiennent beaucoup de micronutriments, quand un aliment contient beaucoup de micronutriments, il contient aussi beaucoup d'antinutriments et de toxines. Okay. Voilà, et donc c'est toujours à consommer avec modération, en petite quantité. Donc les graines, ce genre de choses, c'est très bien, mais toujours en petite quantité. Et là, tu mentionnais les règles, justement, j'aimerais qu'on en discute un petit peu toutes les deux. On parle beaucoup du cycle féminin, du fait que les femmes, normalement, à l'époque, elles vivaient vraiment en fonction de leur cycle. Donc, il y a cette 4 différentes phases et dont tu vas nous en parler là tout de suite. Et que plus tu vivais en alignement avec ces 4 phases, et plus tu vis une vie où tu es vraiment en harmonie et du coup, tu évites toute inflammation du corps. Moi, j'aimerais beaucoup que tu nous expliques déjà c'est quoi ces 4 phases et que tu donnes aussi tes petits conseils sur comment vivre, tu vois, ces 4 phases de la meilleure manière. Oui, alors effectivement, on est souvent déconnecté en fait de notre cycle féminin et c'est pas vraiment de notre faute parce qu'on est dans une société qui est très yang, qui pousse à être productif, qui pousse à avoir des objectifs et la donc réussite, qui laisse pas la productivité, voilà, tout le et temps. qui a une vision assez négative de l'expression des sentiments. Voilà, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas avoir des coups down, on ne peut pas se sentir un petit peu déprimé. Voilà, il faut toujours être au top, avoir des objectifs, etc. Être ambitieuse. Et du coup, on est naturellement déconnecté de tout ça parce que les hommes, ils sont calés uniquement sur le cycle circadien, à part que la femme, elle est calée sur le cycle circadien, mais aussi sur le cycle infradien. Et donc, c'est important de se connecter aussi à ce cycle infradien pour être en bonne santé. Du coup, les phases du cycle menstruel, qu'est-ce que c'est? Donc, la première phase, en fait, il faut voir le cycle menstruel comme les saisons. Ça va être beaucoup plus facile si vous vous rappelez les saisons. Du coup, les menstruations, ça va être l'hiver. Donc, qu'est-ce que vous faites en hiver? On a envie de rester au calme, de faire de l'introspection, de se chouchouter, de manger un peu plus lourd que d'habitude, un peu plus de glucides, un peu plus de gras, de bons glucides, de bons gras, bien sûr. Voilà, on a envie de rester au chaud, on n'a pas envie de bouger, on est fatigué. Voilà, donc c'est normal et donc il faut respecter ça. Pendant la menstruation, le corps, il faut se rappeler que les règles, en fait, c'est le corps qui se détoxifie. Ça lui demande beaucoup d'énergie, donc c'est normal d'être plus fatigué et c'est normal de donner au corps, de prioriser en fait cette énergie, de donner au corps pour qu'il se détoxifie correctement, plutôt que d'aller courir partout, se forcer à aller au sport ou quoi, quand on n'en a pas envie. Si on a l'énergie, tant mieux, mais il faut faire attention on a la vraie énergie ou on a de l'inflammation et donc du cortisol, et c'est ça qui donne de l'énergie.
Deux choses différentes. Ça aussi, il faut vraiment identifier, savoir d'où vient la source de l'énergie. Ensuite, on a du coup le printemps, donc la phase folliculaire. Et donc là, la phase folliculaire, c'est le printemps, il fait beau, donc on a envie de sortir, on a envie de connecter avec les gens, d'être plus créatif, de faire plus de sport, de bouger plus, parce qu'on a plus d'énergie. Et donc là, c'est la phase folliculaire du cycle, donc c'est normal, et donc c'est ce qu'on peut faire. On a plus d'énergie, donc c'est là où on va faire le sport le plus intense. On va avoir une alimentation du coup qui est un peu plus légère parce qu'on a naturellement de l'énergie. Donc on a moins besoin de glucides, moins besoin de gras. Et ça va être un petit peu pareil pour l'ovulation. Donc l'ovulation, là, on est vraiment au pic de confiance en nous. Donc voilà, c'est là où c'est le moment de briller, de sortir, on se sent bien, on se sent confiante, ce qui n'est pas idéal durant toutes les phases, c'est pas inné durant toutes les phases du cycle. Et donc après l'ovulation, on rentre en phase lutéale. Et justement, la phase lutéale, c'est une phase qui est un petit peu plus compliquée pour la femme, où on commence à avoir des symptômes qui vont apparaître pour préparer les règles. Donc on va chez certaines personnes avoir un peu plus de rétention d'eau, on va potentiellement avoir un petit coup de déprime, etc. Donc c'est normal. Après, il ne faut pas que ce soit exagéré, donc il faut quand même mettre en place les bonnes actions pour pas que ça devienne un syndrome prémenstruel, mais juste que ce soit la variation normale de nos hormones. Et donc là, en phase lutéale, le corps il est hypersensible, c'est-à-dire qu'il n'est pas résilient au stress. Donc par exemple, quelque chose qui ne va pas vous stresser en temps normal, et là, ça va stresser l'organisme. Par exemple, le sauna. Voilà, le sauna, c'est très bon pour éliminer les toxines, etc. Mais ça va être très bon durant la phase folliculaire et l'ovulation. En phase lutéale, c'est quand même une haute température. Et le corps, du coup, pour s'adapter à cette haute température, ça va le stresser. C'est quelque chose qui n'est pas... Voilà, il doit s'adapter. Et donc, toute adaptation, tout changement, on en parlait tout à l'heure, le changement est source de stress, donc y compris les changements de température. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qui vont le stresser. Et donc là, du coup, on a moins d'énergie en phase folliculaire, donc c'est le moment de ralentir un petit peu, de prendre un peu plus soin de soi. Donc si on a l'habitude de courir, par exemple, ou de faire du crossfit ou de la muscu, là, on va être plutôt pilates, yoga. On ralentit parce que le corps va avoir besoin d'énergie pour préparer la détox. Et ensuite, comme on en parlait, il y a les menstruations. Donc du coup, l'ovulation, c'est l'été, parce que je ne sais plus si je l'ai précisé, et la phase de lutéale, c'est l'automne. Donc l'automne, on commence à ralentir, on commence à rester chez soi, etc. Ouais, je trouve ça super pertinent. Et vraiment, quand on apprend à vivre avec son cycle, on subit plus nos règles, tu vois. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça à l'époque. J'avais l'impression de t'as tes règles et ça y est, c'est horrible, c'est la fin du monde. Et puis t'es dans l'excès, t'es pas bien, t'as beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Et puis tu te plains de les avoir parce que tu te sens pas aussi bien que d'habitude. Et quand t'apprends en fait ces 4 phases et que tu te dis ok, c'est pas grave, je vais adapter mon mode de vie à ces 4 phases, pour moi c'était game changer. Et vraiment, même en termes d'amour de soi, je trouve que c'est une belle manière de se donner de l'amour et de se respecter et de pouvoir donner aussi, mettre des limites avec ses proches. Voilà, moi je suis en relation avec mon chéri et je lui dis toujours, voilà, là, je suis dans ma phase lutéale, j'ai besoin qu'on me laisse un petit peu tranquille. Ne prends pas les choses à cœur si jamais tu sens que je suis un petit peu pointilleuse ou un peu énervée. Voilà, c'est juste, je suis comme ça, je suis un petit peu à fleur de peau. Et vraiment, en menstruation, j'ai envie de rester chez moi, j'ai pas du tout envie de sociabiliser. Et un anniversaire ou aller voir 15 copines pour un café, non merci, tu vois, j'ai besoin d'être dans ma bulle et lire et tout. Mais vraiment, quand tu apprends à vivre comme ça, je trouve que ta qualité de vie, elle change et que tu n'as plus cette lutte en fait, que tu as avec toi-même et sur le fait que tu es une femme. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, notre société, c'est une société yang qui favorise que la productivité et on est très dans le côté masculin, même la femme, elle doit être, tu vois, forte, ambitieuse, elle doit avoir envie d'entreprendre ou en tout cas être carriériste et tout. Sauf que non, mais c'est comme ça qu'on a après des cancers et qu'on a des maladies. Comme toi, tu nous le mentionnais au tout début, toutes les inflammations que tu as eues et ces maladies chroniques que tu as développées parce que tu vivais dans ce cycle-là. Ouais, parce que j'étais trop yang. Et voilà, il faut trouver un équilibre parce que on a le cycle, le rythme circadien, donc c'est ok d'être comme ça, d'être ambitieuse, etc. Mais pour autant, comme tu disais, tu vois, c'est aussi apprendre à s'aimer. Et au lieu de se dire, parce que ça c'est souvent quand on a des pathologies, et moi je suis passée par là, où en fait on en veut tellement à son corps. Moi, je me rappelais que j'étais tout le temps hyper déprimée parce que je voulais faire plein de choses, voilà, et mon corps ne suivait pas.
voilà, dès que je voulais faire autre chose ou dès que je poussais un peu plus sur le taf ou un peu plus sur le sport, ben du coup j'avais un nouveau problème de santé qui apparaissait quoi. Et je me dis mais pourquoi moi, mais pourquoi moi? Et du coup on est dans ce cercle un petit peu négatif quoi, parce que en fait ben voilà, je comprenais pas trop mon corps et surtout je respectais pas ses besoins quoi. J'essayais de le pousser à chaque fois. Et donc au début ça passe, hein. Durant la vingtaine, c'est pour ça que les pathologies se développent souvent à partir de la trentaine, parce que le corps en fait il va toujours essayer de réguler. Voilà. Mais il faut vous dire que en fait le corps au début, quand il va y avoir quelque chose qui lui convient pas dans l'hygiène de vie, le seul moyen en fait pour le corps de parler, c'est via les symptômes. Donc au début, il va vous murmurer que ça, ce que vous faites, là, ce que vous mangez, c'est pas top. Donc il va vous provoquer de temps en temps un petit bouton qui sort par-ci, par-là, un petit ballonnement de temps en temps. Voilà, il va vous murmurer que c'est pas ouf. Mais si vous l'écoutez pareil, que vous continuez, au début, après, il va se dire, bon, ok, ben, apparemment, je parle trop bas, donc on va parler un peu plus fort, parce qu'apparemment, on n'entend pas. Donc là, il va commencer à vous parler. Et donc, vous allez avoir, du coup, plus de signes de déséquilibre au quotidien. Et si ces signes-là, ils ne sont pas pris en compte, et ben il va se dire, non, mais en fait, elle se moque de moi, quoi. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Et donc, en général, c'est à la trentaine où le corps, il se dit, ben, en fait, elle se moque de moi, donc je vais lui hurler dessus. Et là, on a des gros problèmes de santé. Enfin, gros, je m'entends, hein, ça peut être voilà, beaucoup d'acné, beaucoup de fatigue, beaucoup de troubles digestifs ou même des pathologies. On voit qu'il y a quand même de plus en plus de cancers dans la trentaine, alors qu'avant, le cancer, c'était quand même une maladie qui touchait à partir de 60 ans. Et maintenant, on voit des femmes qui ont des cancers hormonodépendants alors qu'elles ont la trentaine. Voilà, pour le dire que le corps, il est en souffrance. Et donc, au fur et à mesure, quand même, le corps, il essaie toujours de réguler. Mais au bout d'un moment, le corps, il ne peut pas mettre toute son énergie à réguler ce qui ne va pas. Et donc, c'est pour ça qu'il vous envoie des symptômes, quoi, qu'il envoie des symptômes. Et si ces symptômes ils sont pas pris en compte, lui ça lui demande trop d'énergie. Donc à un moment donné, voilà, faut vous dire que l'énergie de votre corps, c'est pas un stock inépuisable, c'est un verre d'eau et plus vous piochez dedans, ben moins vous en avez après quoi. Donc il faut préserver cette énergie. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'après on peut développer des pathologies. Et donc c'est vraiment important d'écouter son corps, de le comprendre. Et en fait du coup comme ça on le respecte un peu plus et on arrête de le pousser, on arrête de le malmener, de dire ah ben je vais aller au sport parce que je veux perdre une taille de maillot ou je sais pas quoi, ou je vais manger que des salades parce que je veux perdre du poids ou parce que ci ou parce que ça. Non, en fait, on va apprendre à respecter son corps, à respecter ses besoins. Et quand on le respecte, en fait, ben, le corps, il se sent mieux, donc il va arrêter de vous hurler dessus. Assez rapidement, il va arrêter de vous hurler dessus. En général, ça prend 1 semaine ou 2. Et après, il va vous parler. Et après, il va murmurer jusqu'à se taire. Parce qu'il dit, bon, au final, c'est bon. Ok. Elle m'écoute. J'ai plus besoin de lui hurler dessus parce qu'elle m'écoute et elle me comprend. Voilà. C'est comme vous imaginez que vous vous embrouillez avec un ami et que la personne ne vous écoute pas et vous lui hurlez dessus, quoi. Parce que la personne ne vous écoute pas. Mais après, quand la personne, elle est à votre écoute, bah voilà, là, dans la conversation, j'aurais aucune raison de te hurler dessus. Voilà, parce qu'on parle. Donc, voilà. Le corps, il fonctionne pareil. Il faut se dire que la façon de parler du corps, c'est les symptômes. Et donc, il faut être à l'écoute de ces symptômes et il ne faut pas, en fait, se dire « Ah ben, tout le monde les a, c'est commun, donc c'est normal ». Il y a vraiment une différence entre commun et normal. C'est pas parce que beaucoup de femmes sont ballonnées que c'est normal d'être ballonnée après le repas. C'est pas parce que beaucoup de femmes ont un syndrome prémenstruel que c'est normal d'avoir un syndrome prémenstruel. Et il faut arrêter de banaliser ces signes de déséquilibre. Voilà. Et éviter aussi, ça je le vois beaucoup chez les femmes que j'accompagne, parfois qu'elles se disent « Ah mais moi ça va, comparé à d'autres, c'est pas grand-chose ». Non, mais en fait, il n'y a pas comparé à d'autres ou pas. C'est pour toi, tu as un symptôme qui n'est pas OK dans ton quotidien. Donc, il n'y a pas une échelle, en fait, de graduation par rapport à d'autres personnes. Il y a par rapport à toi, comment tu le vis. OK, ça, c'est pas cool dans ton quotidien. Donc, il faut juste le réguler, quoi. Il n'y a pas à minimiser ces problèmes. Super intéressant et tellement pertinent, encore une fois, ce que tu nous dis. Parce que, justement, moi, je le vois avec mes amis à l'époque, c'était « Ah, je me sens gonflée. Ah, mais c'est normal. » Tu vois ? C'est complètement normal. Et à chaque fois, tu normalises tout. Ouais. Et donc, tu te dis pas que tu as un problème. Et tu pars du principe que bah, c'est OK, c'est la vie, ton corps, il est comme ça. Alors qu'en fait, non, après avoir mangé ton plat le midi, t'es pas censé être épuisé et t'es pas censé avoir le ventre d'une femme enceinte. Moi, tu vois, j'ai eu un moment dans ma vie, quand j'étais étudiante, je pouvais plus porter de pantalon, tellement mon ventre était gonflé. Je pouvais plus mettre de jeans, je mettais des robes. Moi, un jour, j'étais tellement ballonnée que c'était mon bouton de jean qui a pété au restaurant. Mais tellement j'étais ballonnée, à peine je respirais que ça me ballonnait. Et c'est du coup, horrible. Alors que j'étais hyper fine, mais voilà quoi, les ballonnements. Ouais. Et ça s'explique avec les niveaux d'inflammation. Donc, il faut aussi rassurer les gens et pas se dire « Oh ok, bah, il faut plus faire ci, il faut plus faire ça, il faut plus Bien faire sûr. ça ».
Pas du tout en fait, c'est qu'il y a des niveaux d'inflammation. Et donc ça, petite explication des niveaux d'inflammation. En général, c'est très parlant en personne quand je le fais. Donc il faut vous dire que quand vous avez un niveau d'inflammation qui est là et que le maximum il est là, le moindre écart que vous allez faire, gluten, produits laitiers, stress, vous allez atteindre votre maximum. Et donc ça veut dire que le corps, le maximum, il ne peut pas gérer. Et donc il va vous hurler dessus avec plein de symptômes. Voilà, et ça va être hyper désagréable. Mais le but en fait de mettre en place une hygiène de vie adaptée à son cycle et un peu plus anti-inflammatoire, c'est de baisser son niveau d'inflammation à là. Du coup, quand vous mangez quelque chose d'inflammatoire, un croissant, etc., ou que vous subissez un événement stressant, chose qui arrive au quotidien, eh bien votre niveau d'inflammation, il va être là. Et donc le corps, il n'est pas en mode hurler, il ne va pas vous hurler dessus. Et donc vous pouvez manger une pizza ou des pâtes au restaurant, plein de fromage, et vous n'allez pas être ballonné parce que votre niveau d'inflammation est bas. Par contre, quand il est haut, le corps, il ne peut pas gérer le moindre écart. Voilà, et ça c'est important parce que du coup, moi moi j'avais beaucoup d'inflammation, donc j'ai eu une hygiène de vie qui était hyper stricte pendant 6 mois, adaptée à mon dosha, anti-inflammatoire et vraiment beaucoup de travail d'introspection, d'énergétique, etc. J'ai régulé toutes mes pathologies en 6 mois et après j'ai trouvé un équilibre. Aujourd'hui, je mange du gluten plusieurs fois par semaine, je mange de temps en temps du fromage. Voilà, je suis entrepreneuse, donc on ne va pas dire que je ne suis pas stressée parfois, hein, clairement. Mais malgré tout, mon niveau d'inflammation est tellement bas que ça ne me provoque pas de symptômes comme avant, quoi. Voilà. Parce que tu as régulé pendant ces 6 mois où tu as eu cette alimentation. Voilà, et parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas repris les mauvaises habitudes. Aujourd'hui, j'ai quand même un principe de base, voilà, j'ai globalement une hygiène anti-inflammatoire, mais j'ai trouvé un équilibre. Parce que le but, c'est pas non plus de se frustrer ou de culpabiliser dès qu'on va manger une pizza, dès qu'on va manger un burger, parce que ça aussi, c'est inflammatoire. Donc non, le but, c'est de trouver un équilibre entre sa santé et son plaisir. Mais il ne faut pas que l'un impacte négativement l'autre. Et ça, justement, est-ce que toi, tu as des conseils peut-être au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire, un peu des règles de base que tu pourrais nous partager? Oui, alors... Même si je sais que ça dépend de chacun. Ça dépend vraiment des personnes. Et comme je disais, ça va dépendre du niveau d'inflammation. Par exemple, j'ai des personnes que j'accompagne qui ont un niveau d'inflammation. Voilà, il y en a qui ont des cancers, ce genre de choses. Donc là, elles ont une hygiène de... Voilà, là, je leur dis, parce qu'elles me disent, oh, du coup, l'équilibre, c'est quoi? J'ai fait, dans ton cas, il n'y a pas d'équilibre. Je suis désolée, mais le temps du traitement, il va falloir être assez strict, tu vois, par rapport à ça. Voilà, mais quand le niveau d'inflammation est plus bas, il y a un équilibre. Et donc, l'équilibre va dépendre. Donc, quand je dis équilibre, c'est voilà, le pourcentage, par exemple, d'aliments inflammatoires consommés par rapport aux aliments anti-inflammatoires, quoi. Donc ça va dépendre. Mais quand même, globalement, les choses auxquelles il faut faire attention et dont personne ne parle beaucoup, c'est l'équilibre acido-basique. Ça va être hyper important. Comment on le maintient? On le maintient en mangeant des légumes à tous les repas. Parce que, par exemple, toute source de protéines, végétale ou animale, est très acidifiante pour l'organisme. Ça ne veut pas dire que ces aliments ne sont pas sains, ça veut dire juste qu'ils sont acidifiants. Par exemple, les lentilles sont acidifiantes, les amandes sont acidifiantes, les noix sont acidifiantes, alors qu'en même temps, elles contiennent des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, mais le fait qu'elles soient acidifiantes provoque stress oxydatif et inflammation. Donc voilà, il y a plein d'aliments comme ça qui sont sains, mais qui sont acidifiants. Donc, acidifiant, on ne veut pas dire acidité. Hein. Acidifiant, c'est l'indice de Pral, donc c'est une unité de mesure qui mesure en fait la réaction de l'organisme par rapport à l'aliment. Et donc ça, il faut du coup chaque fois à tous les repas, du coup pour pas se prendre la tête sur l'équilibre acido-basique, c'est manger des légumes. Parce que les légumes, c'est des antioxydants. Et donc les antioxydants vont permettre de rétablir l'équilibre acido-basique tout le temps, c'est-à-dire de lutter contre les radicaux libres qui sont provoqués par la consommation d'aliments acidifiants. Donc première base, et ça c'est important parce qu'on voit beaucoup l'alimentation riche en protéines. Et donc il y a beaucoup de personnes, au petit déjeuner je prends que 2 œufs ou avec une tranche de pain. Non, parce qu'il manque des légumes, il manque un avocat, il manque des épinards pour une omelette par exemple, ce genre de choses. Toujours mettre des légumes partout. Même quand on mange des amandes, il vaut mieux manger des amandes avec des fruits, une banane, des fruits rouges, que juste des amandes comme ça. Ça va être acidifiant pour l'organisme. Donc ça, la première règle. Parce que du coup, déséquilibre acido-basique, stress oxydatif et inflammation. Voilà. La petite chaîne. La petite chaîne. Ensuite, faire attention à la qualité des aliments que l'on consomme. Par exemple, on a vu, tous les gluten ne sont pas mauvais. Donc, on peut très bien consommer, par exemple, de la farine de corazon, de la farine de petit épeautre, qui contient du gluten et qui, pour autant, ne vont pas déclencher de pathologie inflammatoire, sauf si, bien sûr, maladie cœliaque, où là, c'est une allergie au gluten. Donc, voilà. Donc, regardez ça. Et ça, on peut facilement en trouver. Hein, parce qu'on est souvent limité par le gluten, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus
plus d'aliments qui ne contiennent pas de gluten que des aliments qui en contiennent. Donc, ça nous donne beaucoup plus de choix. Voilà, on a le riz, on a le quinoa, on a le sarrasin, on a le sorgho, on a le millet. Voilà, il y a vraiment... Surtout en France, voilà, il y a vraiment vraiment énormément de choix pour ne pas manger du gluten, quoi. Il y a même des pâtes de petits épeautres, des pâtes de pois cassés, de lentilles, de pois chiches. Voilà, il y a vraiment énormément d'options, des pâtes de sarrasin. Même les crêpes de sarrasin bretonnes, là, voilà, c'est du sans gluten, donc c'est hyper bon. On va aussi éviter tout ce qui est produits laitiers. Donc, j'entends souvent oh, le lactose. C'est pas le lactose qui pose problème, à part si on est allergique au lactose. Les produits laitiers, ce qui va poser problème, c'est la caséine. C'est la protéine de lait. Et c'est la caséine qui va être inflammatoire. Et ça, même le fromage de brebis, etc., de chèvre en contiennent. Donc, ce qu'il vaut mieux faire dans ces cas-là, c'est déjà de base quand même éviter tous les produits issus de la vache. Parce que les vaches, elles sont soumises à des hormones de croissance. Or, des hormones de croissance en quantité pour une vache et pour nous, ça ne va pas avoir le même effet. Donc quand on va boire du lait de vache qui contient ces hormones de croissance, nous, c'est quoi qui va croître? Des cellules cancéreuses, des cellules pathogènes. Parce que nous, on n'est pas fait pour avoir des cellules de croissance, on ne va pas donner naissance en veau. Donc on n'a pas besoin de cellules de croissance comme ça. Donc voilà, le corps il est en souffrance, en inflammation et donc il va développer des cellules pathogènes. Donc déjà tous les aliments issus de la vache. Globalement réduire les produits laitiers, donc toujours pareil, trouver l'équilibre, hein, pas les supprimer mais les réduire et privilégier ceux de chèvre et de brebis. Parce que même s'ils sont inflammatoires, il va y avoir des bons gras à l'intérieur qui vont être utiles au corps. Alors que vraiment dans le lait de vache, il n'y a rien à retirer. Et contrairement à tout ce que l'on croit en plus, les produits laitiers ne sont pas une bonne source de calcium. On dit beaucoup, il faut boire du lait pour avoir des os solides. Non, c'est tout le contraire en fait, parce que les produits laitiers contiennent certes beaucoup de calcium en termes de quantité, mais contiennent aussi beaucoup de phosphore. Et le phosphore empêche l'assimilation du calcium. Donc en fait, quand on boit du lait de vache ou quand on mange du fromage, on n'assimile pas le calcium qui est à l'intérieur. Et là, alors je ne vais pas satisfaire tout le monde, mais il y a beaucoup plus de calcium dans les brocolis. Voilà, c'est l'aliment, le brocoli, qui contient le plus de calcium et qui est en quantité le plus assimilable. Donc, non, vous n'avez pas d'excuse pour le calcium de manger de votre plateau charcuterie fromage. Il faut manger des brocolis pour le calcium. Voilà, il faut manger des légumes verts. Si vous voulez des os solides, il faut manger des légumes verts. Donc voilà, ça. Et ensuite, on va avoir, bien sûr, pour réduire l'inflammation, aussi tout ce qui va être gestion du stress. Gestion du stress, ça ne veut pas dire ignorer le stress autour de nous, parce que tout le monde est confronté à du stress en permanence. Voilà. Mais le but, c'est d'augmenter la résilience de son corps face au stress. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le stress va vraiment impacter l'organisme. Même si notre tête n'est pas stressée, même si on n'est pas là à se ronger les ongles ou à pas dormir la nuit parce qu'on rumine des choses, même sans ça, le corps subit du stress. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir une approche qui augmente la résilience du corps au stress pour faire face à ces événements stressants sans que ça ait des conséquences négatives sur l'organisme. Parce que du coup, l'organisme sait les gérer. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est gestion des émotions. Apprendre à ne pas refouler ses émotions, apprendre à les exprimer, à les accepter. Et ça, c'est pas le plus évident parce qu'il faut accepter de ralentir en fait. De juste ralentir, se poser et de pas être ok, là je suis pas bien, je me suis disputée avec mon copain, j'ai envie de sortir avec mes copines, me changer les idées. Non, en fait, prends le temps, reste chez toi tranquille, pleure un bon coup, digère, écris. Et ça va pas être très lent parce qu'une émotion, ça dure 7 secondes. Donc en vrai, ça va. Mais il faut juste lui laisser l'espace. Parce que si vous ne laissez pas l'espace, en fait, pour accepter cette émotion, l'émotion, elle va pas durer 7 secondes. Elle va perdurer, elle va s'enfouir dans votre corps et développer des symptômes. Et donc, vous allez traîner en fait cette émotion lourde pendant des semaines, des mois, des années. Donc voilà, c'est important de prendre le temps juste de ralentir, même quand on est au travail ou quoi que ce soit, d'aller se poser. Et moi, je le faisais dans les toilettes. Pareil, quand j'étais dans pas les toilettes bien, du j'allais bureau. pleurer aux toilettes un bon coup. Après, ça allait mieux, quoi. Mais oui, parce que tu vois, on nous a jamais expliqué déjà ce que c'était qu'une émotion et comment la vivre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On s'identifie à cette émotion, je suis en colère et je reste bloquée dans la colère. Et sauf que j'ai la colère toute la journée. Ouais. Mais je vais me coucher, je suis toujours en colère. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, j'arrive plus à digérer, j'ai mal à la poitrine et je développe en fait tout plein de symptômes qui sont différents parce que tu gardes toujours cette émotion en toi. Et si on nous avait donné un petit guide, tu vois, un petit manuel d'utilisation en mode voilà, quand tu ressens telle émotion, voilà ce qu'il faut que tu fasses et que tu la laisses en fait partir,
bah tu vas mieux. Mm. Sauf que bah, aujourd'hui, on veut tout s'approprier et on s'approprie même ces émotions-là et elles restent bloquées en nous. Ouais, et puis on veut se distraire aussi parce qu'on Exactement. est vraiment dans la société de distraction. On le voit sur Instagram, quand on voit que la durée d'attention sur une personne sur un réel c'est de 2 secondes. C'est... Enfin voilà, et ça c'est aussi source de stress, mine de rien, d'avoir beaucoup de sollicitations visuelles, auditives. Et ça m'avait choqué quand, après le Covid. Donc moi j'étais dans le sud de la France chez ma mère, j'ai eu cette chance pendant le Covid. Et du coup après quand je suis rentrée à Paris, gare de Lyon, je me suis sentie agressée de tous les côtés. Je me suis dit, mais c'est quoi tous ces bruits, toutes ces lumières? J'avais mal aux yeux tellement ça, alors que c'était la journée, hein, mais tellement que ça m'a agressée. Et il faut avoir conscience que toutes ces sollicitations, en fait, tout ça, en fait, tout ce que j'ai dit, ça fait que le corps rentre en mode survie. Et il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont là, ah mais moi j'arrive pas à dormir le soir. Mais en fait, comment tu veux arriver à dormir le soir quand tu es en mode survie toute la journée? Ton corps, en fait, le corps humain, quand il est en mode survie, il ne sait pas faire la différence entre ok, je suis poursuivi par quelque chose ou une émotion qui a été mal gérée, etc. Bref, dans tous les cas, quand il est en mode survie, il se défend vraiment pour survivre. Donc en fait, il va mettre au ralenti tout ce qui est système digestif, système reproductif. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes de plus en plus qui sont infertiles ou qui ont des cycles irréguliers, etc. Parce que c'est des fonctions qui ne sont pas nécessaires à la survie. La digestion, c'est pas nécessaire à ta survie. Si tu es ballonné, c'est pas ça qui va te causer ta mort. Par contre, si tu te fais attaquer par quelque chose qui veut te bouffer, là oui. Et donc le corps, il est en mode survie par rapport à ça, parce qu'il se sent vraiment en danger par rapport à quelque chose. Mais du coup, on ne peut pas être en mode tout doux, hyper productivité, mode survie toute la journée, et le soir, quand on a décidé, allez corps, ça y est, dors, mais le corps il est là. Bah, en fait, moi je suis toujours en mode survie, tu m'as pas dit qu'il y avait plus d'attaque, tu vois. Moi je me sens toujours attaquée de tous les côtés. Donc à quel moment tu m'as calmé moi? Peut-être que toi dans ta tête tu t'es calmé, mais moi physiquement, le corps, mon énergie, elle n'est pas du tout calmée. Je me sens agressée de tous les côtés, donc je reste en mode survie. Et donc on dort pas. Et du coup après bah, on continue. Cercle vicieux. Cercle vicieux, exactement. Et tu manges mal parce que t'as pas bien dormi, t'es irritable. Et jusqu'à ce que ton médecin t'annonce... Voilà. Et en plus quand on dort pas assez, il faut savoir que ça dérègle aussi les hormones. Exactement. Et souvent on parle des hormones féminines, donc progestérone, oestrogène, etc. Mais il faut savoir que c'est pas juste en fait ces hormones-là qu'il faut régler. Il faut vraiment avoir conscience qu'à partir du moment où une hormone est déréglée dans le corps, ça va faire effet domino. Et ça va dérégler petit à petit d'autres hormones. Et donc, par exemple, on peut commencer par dérégler le cortisol. Le cortisol va dérégler l'insuline. Ça va dérégler les oestrogènes, la progestérone, les androgènes, step by step. La mélatonine derrière, la sérotonine. Voilà, vraiment, c'est l'effet domino. Et sinon, on peut commencer par l'insuline. Parce qu'aussi, on parlait tout à l'heure des conseils pour réduire l'inflammation, mais gérer sa glycémie lors d'un repas. Donc, manger les aliments dans le bon ordre, en commençant du coup toujours par les légumes, protéines, puis terminant par les glucides et le sucre à la fin. Ça permet en fait de réguler l'insuline et donc de ne pas provoquer un dérèglement hormonal. C'est comme ça. Donc, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, va manger un plat de pâte au fromage qui n'a pas de légumes dedans, pic de glycémie, donc ça va dérégler l'insuline, ça va dérégler le cortisol, et effet en cascade, ça va dérégler d'autres choses. Il faut vraiment avoir cette approche-là, cette vision-là, c'est une vision holistique en fait, on ne va pas se concentrer sur une hormone, mais c'est vraiment un effet domino de toutes les hormones. Et du coup, quand on voit sur les réseaux, les hormones, on se concentre surtout sur les hormones féminines, mais non, c'est toutes les hormones qu'il faut rééquilibrer en fait. Et donc, voilà, moi j'explique vraiment aux personnes que j'accompagne en mode, parce qu'elles me disent parfois, mais pourquoi je fais ça? Mais parce que c'est effet domino en fait, c'est ça qui va causer. Donc si je te dis de manger des légumes en premier, c'est parce que sinon ça va causer ça, ça va causer ça, ça va causer ça. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as un peu plus de mal à concevoir, etc. C'est vraiment effet cascade. Super intéressant. Et est-ce que tu as des... Là, on parle des hormones. Il y en a beaucoup qui prennent des compléments alimentaires pour justement réguler tous ces dérèglements qu'elles ont. Est-ce que toi, tu recommandes particulièrement les compléments alimentaires ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment, encore une fois, retourner à la source je pense que tu connais la réponse. Je connais la réponse, mais je suis obligée de la poser. Oui, mais c'est une très bonne question du coup, parce que du coup, ça permet de parler des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, ça va être bon pour une période courte. Par exemple, quand le corps il est en mode survie, qu'il y a des gros dérèglements, que la personne ne dort plus ou qu'il y a de l'inflammation plus. Bref, voilà. Donc, on va prendre des compléments alimentaires sur une période donnée. En général, c'est max 3 mois. Donc, sur une durée, pour vraiment, en fait, j'ai envie de dire, taper un peu fort. Voilà. Le temps qu'en fait, la modification de l'hygiène de vie et donc le travail sur la cause se mette en place
et que la personne quand même, par exemple si une personne ne dort pas à cause de l'inflammation, etc., et que je lui dis ah ben voilà il va falloir faire attention à ci dans l'alimentation, faire du yin yoga, du machin, ben la fille en fait elle dort que 3 heures par nuit, elle me dit mais en fait j'ai juste envie de rien faire, tu vois, et c'est normal. Donc on va aider avec les compléments alimentaires pour réduire l'inflammation, comme ça elle va mieux dormir potentiellement et avoir plus d'énergie et plus du coup de motivation, parce que la motivation aussi c'est de la dopamine, c'est une hormone, elle peut être déséquilibrée comme les autres, et donc parfois quand on a une perte de motivation c'est juste une carence en dopamine. Donc voilà, donc avoir ça en fait, avoir voilà, les premiers déclencheurs, voilà, pour apaiser le corps en mode ok, on t'a compris, là on adapte l'hygiène de vie et on t'apaise. Et donc là, la personne, du coup, elle peut mettre en place les ajustements, etc. Et donc là, ça va l'aider. Mais c'est du coup dans une approche où on a identifié la cause et en même temps, on travaille sur la cause pour la réguler. Et pendant ce temps-là, on soutient le corps avec des compléments alimentaires et des compléments alimentaires qui sont ciblés, qui sont pris au bon moment pour une raison précise et dont les associations sont OK. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent plein de compléments alimentaires, Exactement. déjà au mauvais moment de la journée, ou dont les associations vont s'annuler ou être toxiques les unes avec les autres. Ensuite, il y a aussi des compléments alimentaires. Donc déjà, pour continuer sur les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre sur la durée. Exemple, si vous avez des carences alimentaires, ok, ben vous pouvez prendre des compléments alimentaires, mais dans ce cas, vous allez les prendre toute votre vie. Parce que si vous ne travaillez pas sur la cause, et souvent la cause, c'est on apporte les mauvais nutriments au mauvais moment à son corps. Il faut savoir que toute la journée, on produit des hormones qui sont différentes. Quand on produit ces hormones-là, le corps a besoin de micronutriments qui sont spécifiques pour les produire. Si on va manger ce micronutriment à une heure totalement qui n'a rien à voir, ben le corps il va pas produire la bonne hormone, pas en quantité suffisante. Et effet domino, du coup ça va dérégler toutes les autres hormones. Donc ça, et ensuite, si on a une alimentation souvent qui n'est pas adaptée, du stress ou de l'inflammation, notre microbiote est déséquilibré. Et donc, peu importe en fait que les nutriments ils viennent de l'alimentation ou des compléments alimentaires, on ne peut pas les assimiler. Parce que, par exemple, on a la perméabilité intestinale. Voilà, si on boit du café à jeun, par exemple, on va avoir la perméabilité intestinale. Et donc, on ne va pas assimiler les nutriments, peu importe d'où ils viennent, gélules ou aliments. Et donc, il y a souvent des personnes qui me disent « Ah, mais moi, je suis obligée parce que je suis tout le temps carencée. » Mais tu es tout le temps carencée parce que tu manges des aliments au mauvais moment et parce que tu n'as pas travaillé sur ton microbiote. Il faut travailler sur la cause, le microbiote, pour assimiler correctement les nutriments. Et comme ça, tu n'as pas besoin de prendre des compléments alimentaires à vie. D'autant que, ça c'est important, les compléments alimentaires, c'est quand même quelque chose, on l'aura remarqué, de pas naturel, ça pousse pas sur les arbres. Encore une fois. Donc ça contient souvent en plus des excipients. Et les excipients sont quand même sur le long terme inflammatoires. Donc voilà, et c'est quelque chose aussi qui va agresser le tube digestif, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est à prendre en continu. Et si vous avez une bonne hygiène de vie, il n'y a pas de raison, si vous avez travaillé sur la cause de vos déséquilibres, de prendre des compléments alimentaires tout le temps. Et ensuite, il y a des compléments alimentaires qui sont en vente libre et qui ne devraient pas l'être parce qu'ils sont très dangereux pour la santé. Et normalement, seul le médecin peut vous recommander ces compléments alimentaires-là. Même les naturopathes, même s'il y a plein de naturopathes qui recommandent ces compléments alimentaires-là, normalement, on a une charte éthique. On est régi par l'ordre des médecins quand même, et l'ordre de la pharmacie. On a des lois et une éthique à respecter en tant que naturopathe. Et donc, par exemple, on ne peut pas conseiller de prendre du zinc ou du fer à une personne. Okay. Parce que le zinc et le fer sont très, très oxydants, c'est-à-dire vont provoquer de l'inflammation. Et donc, vitamine D, c'est pareil. Vitamine A, D, E, K, ce sont juste des vitamines. Mais en surdosage de ces vitamines, si on donne au corps un peu plus que ce qu'il a besoin, et quand je dis un peu plus que ce qu'il a besoin, c'est que quand on en prend, il faut vraiment que ce soit vu avec le médecin qu'il y ait une carence avérée. C'est pas juste nous on regarde, oh je suis pas top, vitamine D, je vais en prendre un peu. Non, 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 c'est carence avérée vue avec le médecin, quoi. Et donc ça, en fait, la vitamine A, D, E, K, le zinc, le fer, ce sont des choses qui, en surdosage, vont être très cancérigènes pour l'organisme. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui les prennent comme ça, mais voilà, il faut faire attention à l'équilibre. Le magnésium et le calcium travaillent à l'équilibre. Donc quand on prend du magnésium, il faut prendre du calcium avec, par exemple, pour pas créer de déséquilibre dans le corps. Le fer, il travaille en équilibre avec le cuivre et avec le zinc. Et les trois, là, c'est le combo oxydatif plus. Donc, il ne faut pas en prendre parce qu'on ne sait pas la quantité que l'on a dans le corps, on ne sait pas quel est le déséquilibre, on ne sait pas lequel prendre. On ne peut pas prendre les trois parce que, voilà, il faut faire attention quand on prend les choses. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ça veut dire que c'est bon pour la santé ou pour notre santé. Et c'est pareil pour les plantes. Par exemple, là, les tisanes d'achillée millefeuille, de framboisie, etc., ça a un impact sur nos hormones.
Donc déjà, il ne faut pas les prendre à n'importe quel moment du cycle, de façon n'importe comment dans la journée ou quoi que ce soit, il faut faire attention. Et ensuite, il faut faire attention aux antécédents médicaux de sa famille, aux contre-indications. Par exemple, quand on a un risque dans sa famille de cancer hormonodépendant, eh bien, c'est des tisanes qu'on ne va pas prendre parce que ça va augmenter le risque. Voilà. Et ça, il faut faire attention, c'est pas parce que c'est des plantes, que c'est des tisanes qui sont en vente libre, qu'il n'y a pas des contre-indications. Chaque plante, alors pour les avoir appris, a des pages et des pages de contre-indications. Donc il faut faire attention à ça aussi. À mon avis, tu vas devoir revenir sur le podcast parce que j'ai beaucoup trop de questions à te poser. Mais vraiment, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, hyper pertinent. Et tu nous apprends vraiment qu'il faut regarder tout le spectre d'une manière très holistique. Et quel serait ton dernier mot là, de la fin pour les femmes qui nous écoutent? De prendre soin d'elles, en fait. D'apprendre, par exemple, si vous ne savez pas par où commencer, le conseil, c'est de prendre un papier et de lister tous les symptômes que vous avez dans votre quotidien ou durant votre mois, durant votre cycle, qui vous dérangent, ne serait-ce qu'un peu, il n'y a pas de graduation, mais vraiment tout noter pour avoir un état des lieux, en fait, qui soit très clair. Et comme ça, déjà, vous avez une vision d'ensemble. Après, il faut trouver la cause. Ça, soit vous avez des connaissances dans le domaine, soit il vaut mieux s'adresser à quelqu'un pour vous aider là-dedans. Mais déjà, juste lister en fait les symptômes. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est difficile parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes où je suis vraiment obligée de creuser, de poser les questions, de reposer les questions, etc. avant qu'elles réalisent que c'est pas normal d'avoir ce signe-là. Et elles ne sont pas conscientes. Donc voilà, juste prendre le temps de ralentir, de s'écouter, de passer du temps seul. Parce qu'on en a besoin pour se ressourcer, même si on a une nature un peu extravertie, etc. C'est quand même essentiel pour avoir le temps d'écouter son corps. Voilà, pour pas qu'il vous hurle dessus, il faut que vous lui accordiez du temps et que vous reconnectiez à lui. Voilà, parce que le message de fin, je pense que ça peut être ça, c'est vraiment... je vois beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui se disent « Oh, je suis trop ci, je suis trop ça, j'ai pas assez de cheveux, je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'ai trop d'acné, j'ai pas assez de ci, pas assez de ça. » En fait, dites-vous que votre corps, il est là pour vous supporter dans votre vie. C'est pas votre ennemi, il travaille pas contre vous. Lui, il veut juste que vous lui donniez la main et aller dans le même sens. En fait. Et quand vous faites ça, quand vous envoyez de l'amour à votre corps, et ça peut juste être une routine du soir, ça s'appelle les dinacharya en Ayurveda, c'est-à-dire voilà, le massage abhyanga, etc. On va prendre de l'huile et se masser le corps. En fait, ça envoie juste le message au corps, ok, je suis là, tu es en sécurité, tu peux te calmer, et je suis là, je t'écoute, et on travaille main dans la main. Et c'est quelque chose qui est tout simple, mais déjà, prendre soin de son corps et pas juste se faire masser par quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais se faire des soins soi-même, ben, ça envoie un message qui est différent encore. Et n'oubliez pas que le corps, en fait, il répond juste à vos ordres. Et donc, les pensées sont hyper importantes. Si vous envoyez des ondes négatives à votre corps, eh ben, il va répondre comme ça. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur la prise de poids, où il y a une personne qui, avant de manger un gâteau au chocolat, était là « Ah, mais je vais grossir, c'est sûr », elle grossissait. Et une autre qui le mangeait comme ça, elle grossissait pas. Ouais, voilà, parce que c'est vraiment le pouvoir des pensées. Vous dites à votre corps « En mangeant ça, tu vas grossir ». Je m'exécute. Il grossit. Et donc, c'est pareil pour la santé. Si vous vous focusez, si vous avez des problèmes de santé et que vous êtes vraiment focus sur la maladie tout le temps, plutôt que focus sur comment être à bonne santé, vous allez entretenir la maladie. Et moi, j'étais dans ce cercle vicieux. Hein, donc, voilà, c'est facile d'être dans un cercle vicieux et de se dire pourquoi moi, pourquoi si, au lieu de se dire ah, ok, ben, c'est une opportunité pour moi de faire ci, de faire ça, de prendre soin de moi, etc. Et d'être plus focus sur la bonne santé que la maladie. Et il faut avoir en tête que même si vous traversez vous avez des grosses pathologies, des cancers ou autres, il ne faut pas se dire « Oh, j'espère qu'un jour je serai en bonne santé ». La version de vous en bonne santé, elle existe déjà. Elle est accessible en vous parce que qu'est-ce qui provoque la mauvaise santé et la bonne santé? C'est les émotions. Donc, ayez les émotions de quelqu'un qui est soulagé et qui est heureux d'être en bonne santé et vous serez en bonne santé. Ouais, on en revient encore aux émotions. Franchement, merci Anna. Je vais mettre tes coordonnées en description. Comme ça, les filles, si vous avez des questions, vous pouvez aller directement la contacter. Elle fait aussi des programmes pépites avec tout plein d'informations. Donc, je vous recommande. Encore merci pour ta présence. Plaisir. Et les filles, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des amis qui en auraient besoin. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les épisodes. Tous les mercredis, on se retrouve parfois en solo et parfois avec des invités. Et donc, merci pour votre écoute. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Confidence avec Sophia. Namasté.